Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, les excuses de Gabriel Galion, qui ne sera pas avec nous pour nous faire part de sa grande connaissance de la chose sociale, politique et économique. Mais par contre, nous avons le rédacteur en chef du Progressiste, la personne de Daniel Compère. Daniel Compère, tout de suite, ce qui va nous confirmer que la chorale a le droit de chanter à 60 ans et qu'elle va s'exprimer le jeudi 30 avril 2015 à l'Atrium, à 20h, et non pas comme Antilla a pu écrire. Non pas aujourd'hui, non pas jeudi 23 avril. Mais le 30 avril, donc jeudi prochain. Avril. Alors on va dire jeudi de la semaine prochaine. Jeudi de la semaine prochaine, voilà, c'est plus clair. Deux petits mots rapidement avant qu'on passe à... Attends, on va dire bonjour aux camarades. Camarade Wanchi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va bien, merci. Le parti va bien? Oui. Le comité national va bien? Tout à fait. Le syndicat va bien? Bon, enfin, le syndicat... Et indépendant du parti? Oui, tout à fait. Mais nous allons dire deux mots quand même de ce qui s'est passé pour Victor Lamont tout à l'heure. Oui, absolument. Oui, bien reçu. Monsieur Benjo, vous allez bien? Tout va bien. À partir du moment où vous allez bien, je vais bien. Ceci étant dit, avant que de parler de la joie de chanter, je dois dire que le jeudi, c'est un jour que j'attends. Pour qu'on puisse faire le point sur la semaine, s'exprimer, et puis d'abord rigoler ou bien nous fâcher. Mais il faut le fâcher tranquille, on ne hurle pas, on ne crie pas. Et puis on ne part jamais vexé, parce qu'on a quand même cette note. On ne s'insulte pas. La joie de chanter. Alors, joie de chanter a donc 60 ans et convie tout le public martiniquais à une balade, un voyage. Un voyage, parce qu'on prend l'avion avec une compagnie, on prend l'avion, on part de la Martinique, et on reviendra en Martinique après le périple. Un périple qui va nous faire parcourir 16 pays, si je ne m'abuse, en 12 langues. C'est-à-dire qu'on chante en 12 langues. Sans partition. Sans partition, comme d'habitude. 30 chants, très exactement. Et comment des personnes de certain âge bien avancé comme vous, qui avez déjà le cerveau qui est ramolli, comment vous faites? Ça conforte le cerveau au fur et à mesure, parce que je crois qu'Alzheimer ne peut pas nous tomber dessus. C'est un chanteur qui chante comme ça. C'est ce que je voulais que tu dises. Enfin, vous ne pouvez pas vous permettre d'être Vous n'avez pas le temps. Parce que nous allons chanter même en chinois, en russe, en coréen, en japonais, en zoulou, en brésilien, en anglais, en espagnol, en créole, en français. Magnifique. Et j'en oublie. Et les chansons très Alors on rappelle quand même le lieu, la date et l'heure. Voilà. Les fondamentaux. À l'Atrium, à 20h, le jeudi 30 avril. Les billets sont en vente et partent vite, d'après ce qu'on nous dit. Très certainement. Alors Michel, toi, ta joie de chanter, c'est le Grand Semblé. Le Grand Semblé, effectivement. Dimanche 26 avril à 2015 à 9h30. Dimanche 26. Autrement dit, on va pas à la messe. On va pas à la messe ce jour-là parce que ça va. C'est à 9h. 30. C'est 30. Il faut aller plus tôt à la messe. Mais tu aurais dû me dire qu'il y a la messe du dimanche le samedi soir. Et puis tu donnes cet argument-là. On a la messe le samedi. Oui, mais en l'autre côté. Au Palais des Sports de Rivière-Salée. Alors j'en profite, dans ce numéro de justice, il y a donc l'annonce du Grand Semblé pour faire réussir la Martinique. Il y a un coup de griffe à monsieur Montplaisir qui est intervenu dans le champ social à propos de la grève à Sotravom et à la Fourrière. Combat ouvrier aussi, l'élu des travailleurs des collectivités territoriales. Vous vous demandez s'il n'est pas instrumentalisé. Vous parlez du décès de François Maspero. Oui. T'en fais tant, hein? Ah ouais. Nous, on n'en a pas parlé. Alors, François Maspero, nous l'avons connu, sa boutique, Quartier Latin. Au bas du boulevard Saint-Michel. Et oui. Et j'ai des remords parce que nous avons été des générations à à voler les livres chez Maspero. Chez Maspero, comme c'était un exploit. Alors, on ne se rendait pas compte que c'était un éditeur militant. Et il avait entrepris d'ailleurs d'éditer des... Bon, il a édité Frantz Fanon. Bon. Mais il avait entrepris déjà à l'époque de rééditer les classiques du marxisme, c'est-à-dire notamment, je me rappelle, j'avais acheté chez lui La maladie infantile. Le gauchisme, maladie infantile, le communisme. Et puis tous les révolutionnaires latino-américains, tout ça, qui n'avaient aucune visibilité. Oui, et il avait fait une revue remarquable qui s'appelait Partisan. Partisan. Et puis c'était surtout un militant passionné contre la guerre d'Algérie, contre la torture, plastiqué à plusieurs reprises
Par l'Ouest. Par l'Ouest. C'était un grand militant. On passait des heures dans sa boutique. Et dans le progressiste, je fais un retour en marche arrière. Vous rendez hommage à Aimé Césaire et Garcia Marquez. Vous faites Mais oui, parce que tous les deux sont... C'est assez cruel l'histoire. Ils sont tous les deux décédés le 17 avril. Ouais. Alors 2008 pour Césaire, 2014 pour Garcia Marquez. C'est une conférence qu'a donnée notre camarade Christian Lapoussinière à la médiathèque du Lamentin, dont nous publions des extraits et que nous allons continuer la semaine d'après. Une leçon au suppôt de la droite et un rappel aux fondamentaux. Oui, des questions bien de mon plaisir, là encore. Oui. et puis les vertus de la calotte. La calotte, on sait de laquelle c'est. Voilà, alors c'est la calotte de Monseigneur Macaire, il y a un jeu de mots. Un jeu de mots là-dessus. Exact. Bon, bref, enfin, achetez les journaux, on vous le dit à chaque fois, si vous ne voulez pas rester couillon. Et ne pas être au courant de ce qui se passe. Soutenez la presse martiniquaise, qui est ancienne. Et bon, je profite de l'occasion. Dans quelques temps, nous allons fêter le 95e anniversaire le 8 mai prochain de Justice. Je lance déjà l'invitation. Ouais. Nous allons recevoir nos collègues de la presse pour un cocktail sur le thème la presse et les conflits sociaux. Quand tu dis que Justice va recevoir ses confrères de la presse pour un cocktail, ça donne l'impression de Marine Le Pen à l'événement du Time. Non, je blague. On sait qu'il y a d'autres relations comme ça se font. Disparition du père Gaston Jean-Michel, doyen du diocèse de la Martinique, figure emblématique de l'Église catholique. On le connaît pour son combat dans le milieu rural, mais vraiment, militant de base, la JEC, la JOC, etc. Le MRJC, Mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Plus précisément. Son soutien et sa grande écoute auprès des prisonniers, en tant qu'aumônier, auprès des malades, et surtout au fondateur de Radio Saint-Louis. Absolument. Et puis un cerveau, à 100 ans, il faisait... 104. À 100 ans, il faisait une conférence pour tous créoles, quoi, sur un prêtre qui... Bref, j'ai oublié la thématique, donc je ne serai pas aussi vert, aussi frais que lui, même à 90 ans. J'ai eu l'avantage de collaborer longtemps avec lui, d'abord à Radio Saint-Louis. Du temps, Radio Saint-Louis était au foyer de Bellevue, au-dessus du CMAC. Ensuite, dans le petit KGB de Plateau Fabre, pour insonoriser le local, qui n'était pas tout à fait, comment on appelle ces boîtes-là qu'on fait, un conteneur, là, tu sais. C'était pas tout à fait ça, mais pour insonoriser, on avait fait ça avec des comment on appelle ça, des trucs d'œufs dans lesquels on met des œufs. Des emballages d'œufs. Voilà, des emballages d'œufs. C'est avec ça qu'on avait insonorisé. Le studio était tout petit comme ça. Puis ensuite, on est allé à Emmaüs, là où ils sont maintenant. Et j'ai un souvenir, alors, plus récemment, j'allais chercher le père Jean-Michel au foyer des pères là, à Didier, des pères du Saint-Esprit, parce que nous avions des réunions assez régulières pour ce qu'on appelle le forum chrétien, où on devait faire un grand forum, un grand colloque, etc., qui n'a pas abouti. Et donc, il m'appelait, il me dit, bon, c'est toi qui viens me chercher, il prenait son béret, sa canne, et ça fait 1 an, 2 ans. Ouais. Il était encore capable de faire ça. Il était capable de faire ça. Parce que jusqu'au mois de février, on l'a entendu sur Radio Saint-Louis, c'était le cerveau, pour moi c'était le cerveau simplement qui vivait, et le corps lui-même suivait. L'un des souvenirs les plus vivaces que j'ai avec lui, nous étions en Guadeloupe, à un congrès du MRJC, le 11 septembre 1973. Ça devrait vous dire quelque chose. C'est le jour de ce que je continue à appeler l'assassinat du président Salvador Allende. On est resté comme 2 ronflants là dans la salle comme ça. On s'est tué, m'a regardé, je me rappelle très bien ce moment-là. Monsieur, vous savez comment j'ai pris l'habitude de parler de sujets pas du tout importants. Vous montrez aux gens qu'on ne se prend pas au sérieux, mais des trucs marrants. Question, d'où vient le bruit d'un craquement de doigts? Vous savez, les gens comme ça. Alors, lorsqu'on fait craquer, comme je savais que l'un d'entre vous avait cette toque, avait cette voix-là, refais-le encore qu'on voit. Ah, ben non, mais ça va plus craquer, là. Oui, alors, je vais t'expliquer. Alors, lorsqu'on fait craquer les articulations d'un doigt, c'est une équipe internationale de l'Université de l'Alberta au Canada qui a utilisé la technique de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, pour filmer le craquement en direct. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bruit est provoqué par l'apparition d'une cavité dans l'articulation dite synoviale, qui se remplit alors de gaz.
Tu suis? D'accord. Et les os se séparent soudainement et il n'y a plus de fluide synovial pour remplir l'espace. Une cavité apparaît et provoque le claquement, provoque le son. Impressionnant. Impressionnant. Et la conclusion de l'auteur de l'article, c'est de dire que maintenant qu'ils ont mis fin à un débat qui datait du milieu du siècle dernier, ils vont maintenant se pencher sur le deuxième aspect de la question subsidiaire, mais est-ce nocif? Excellent. La dernière fois, on a parlé des fadettes, on a parlé des craquements de doigts. Mais ça va intéresser les gens. On va pas Non, mais il faut avoir fait ça dans toi, tu es un bon élève. Il faut avoir fait ça dans le fond de la classe au lycée, craquer ses doigts pour embêter le prof. Je pense que j'ai trop frappé le makiwara au karaté. Ah ouais. Tu as bloqué les os. Non, monsieur n'a pas de cavité. Ouais. Alors, une petite information récente qui va agacer mon ami Michel et qui va garder son calme, parce qu'il est en tant qu'informateur. Monsieur Serge Letchimy, président de région, a procédé à la visite aujourd'hui des idyles de Saint-Pierre et du Morne-Vert dans la continuité de la mise en place des contrats de progrès. Il a rencontré les maires de ces villes pour des séances de travail selon un agenda avec comme thème dialogue et développement. Il s'agit de mesurer l'impact des projets qui sont mis en œuvre par ces communes avec l'aide de la région, dans le cadre de contrats particuliers, sur le quotidien des habitants de la commune. En 2014, un cycle de rencontres a été instauré dans le cadre d'un dispositif contractuel exceptionnel avec les communes intitulé Contrat de progrès, comme je viens de le dire. Il s'agit d'un programme pluriannuel d'une durée de 3 ans pour accompagner les communes dans l'amélioration du cadre de vie des populations les plus vulnérables. La terminologie est importante. Hein. Oui. Dans une optique de cohésion sociale bien sûr. Et de prévention de l'exclusion. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que, admettons que tout ça, ce que tu penses, c'est que c'est de la démagogie, c'est de la pré-campagne, je dis que c'est très intelligent. C'est très malin, c'est très fort. Je te laisse la parole. Non, il y a toujours dans ces choses-là, 2 aspects. Il y a un aspect service public. Bon. Qui est indéniable et qui est nécessaire. Bravo. Donc, voilà. La région a le devoir d'assister toutes les communes à égalité, ok, parce que beaucoup de projets ne peuvent pas être exécutés parce que souvent les communes n'ont pas l'apport nécessaire, le complément nécessaire pour faire aboutir les services techniques. Et en plus, nous sommes dans alors là où ça peut paraître un peu politicien, c'est que cette année, toutes les communes sont frappées par la baisse des dotations de l'État et sont placées dans une situation de difficulté. Je vois par exemple, on a lu une interview du maire du Lorrain il y a quelque temps, etc. Et bien on voit que le maire du Lorrain est obligé de baisser les primes aux élus, de présenter un budget, un déficit et d'augmenter les impôts. Bon. Malgré tout. Et pourtant, il est quand même du côté de la majorité régionale. Il est du côté du manche. Je ne voulais pas dire cette expression. Mais disons, pour être cool, il est du côté de la majorité régionale. Mais est-ce que ce n'est pas une raison supplémentaire, cette baisse drastique des revenus des collectivités, pour que justement, toujours sur le plan du service public, que le président de la région fasse le boulot qu'il fait? Est-ce que ça ne se justifie pas d'autant plus? En d'autres termes, est-ce que vous allez, par exemple, critiquer ça en disant que c'est de l'opportunisme? Non. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, l'opposition à la région, c'est un programme qui fait 3,5 millions. Bon. Ce que l'opposition a critiqué, c'est l'inégalité éventuelle de ces aides. Okay? Bon, il y a un autre dispositif qui s'appelle l'ARC, l'aide régionale aux communes, bon, avec des critères un peu plus transparents qui existaient d'ailleurs déjà avant l'ancienne majorité. Hein. Donc, non, pour le redire, c'est important. Et ce qu'il faut surtout, à mon avis, faire comprendre à nos compatriotes, c'est que les collectivités, doivent défendre le service public, parce que le service public, on parle de république, c'est ce qui est républicain. C'est que c'est porteur d'égalité. C'est la base. Ouais. Les crèches,
la culture, l'accès à la culture, les écoles, etc. les hôpitaux. Bon. Et puis deuxièmement, c'est que il faut réévaluer collectivement nos besoins. C'est-à-dire que nous devons hiérarchiser les vrais besoins et éliminer les projets un peu pharaoniques. J'ai entendu cela dire lors de la grève des municipaux. Les municipaux n'avaient pas tout à fait tort. Ils disent que certaines collectivités se disent en déficit. Et puis, il y a des projets surdimensionnés. Qui ne sont pas fondés. Tu comprends? Tu ne mets pas là-dedans le pont du prêcheur. On en a parlé aussi, le pont qu'on a fait pour éviter définitivement les déferlements de gros rochers qui viennent de la montagne. Non. Bon, il y en a qui trouvent que le prix est élevé, n'empêche qu'il était bien nécessaire ce pont. Pour que le prêcheur ne soit plus isolé. Je crois qu'il ne faut pas faire des économies de bout de chandelle. Voilà. Parce que ça fait... Enfin, je n'ai pas un âge canonique, mais enfin, ça fait au moins la 3e ou 4e fois qu'on refait ce pont. Ouais. Si on l'avait dimensionné dès le début, eh bien, on aurait été obligé de le refaire. Eddie. Non, moi je pense que c'est important que les collectivités aident les autres, qu'il y ait une solidarité entre collectivités. Simplement, il faut être extrêmement attentif dans une année électorale au choix que l'on fait. Mais bon, Letchimy n'a pas commencé il y a 2 minutes d'aller voir les maires, parce que bon, ça, dès qu'il est arrivé, il a fait une tournée. Il a fait une première tournée. Il a fait une tournée. Mais bon, l'idée, je pense que le débat, il est, et Michel a raison, dans la nécessité pour notre pays d'être bien administré et de garantir des services publics qui fonctionnent. Un pays bien administré, c'est un pays riche. Et la différence réelle entre des pays démocratiques et riches de tout, hein, pas seulement la richesse numéraire, mais la richesse culturelle, la richesse sociale, la convivialité, l'éducation, etc. C'est bien la bonne administration. Et souvent, lorsque les Américains viennent ici, j'en reçois quelques-uns, notamment des investisseurs, la remarque première, c'est vous avez un pays bien administré. Parce que quand ils vont à Saint-Barthélemy, je ne veux pas jeter la pierre, ou à Saint-Martin, ou à Sainte-Lucie, ou à Saint-Vincent, ils remarquent immédiatement peut-être un dynamisme économique, des villas ostentatoires, etc., de la richesse visible, mais ils observent, ils me disent, il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de caniveau, c'est-à-dire que l'Apia qui a tombé, il a plié dans la ria, quoi. Et il n'y a pas donc de tout à l'égout. Ils me disent, comment, etc. Ça c'est devant nous, ça. Hein. Le problème de tout à l'égout, c'est pas réglé. Hein, mais il est réglé plus que dans cette île, je peux te le dire, j'y suis souvent. En Martinique, le tout à l'égout concerne 30% de la population. À Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Sainte-Lucie, c'est zéro. Par exemple, prenons le cas de Sainte-Lucie. Il y a des spécialistes qui aident Sainte-Lucie, qui vont à Sainte-Lucie. Une bêtise. À Saint-Martin, c'est pas zéro, mais c'est très peu. C'est très peu. Mais prenons le cas de Sainte-Lucie, où vous savez, et vous l'entendez régulièrement, les gens nous disent « Ah ouais, mais ils sont plus dynamiques, etc. etc. » Les hôtels, les plages, etc. Mais il faut quand même rappeler que à Sainte-Lucie, les hôtels ne sont pas reliés par un système de tout à l'égout. Et qu'il n'y a pas de mesure de qualité des eaux de baignade. Et voilà. Etc. On peut comme ça avoir zéro impôt. Oui. Et attirer les capitalistes. Oui. Évidemment. Hein. Les capitaux. Non, les capitaux. Arrête de personnaliser là. Non, on entendait dire avant que la région, quelle qu'en soit la majorité qui la gouverne, la région sortait de ses missions en allant aider les communes. C'est vrai. On lui reprochait même, sous les précédentes mandatures, d'aller dans les communes pour réparer les toits des églises. Je sais que c'était un... Ah ouais, mais la région est là pour le développement, qu'est-ce qu'elle va réparer? Économique. Voilà, pour le développement économique, pour réparer les églises. En fait, Eddy l'a très bien dit, la région qui est, de fait, comment je voudrais dire, je peux même dire l'investisseur principal dans le pays, à tout niveau. C'est la première. C'est la première entité. Voilà. En tant que collectivité territoriale. Même en dehors du fait qu'elle soit une collectivité, publique ou privée. Voilà. Hein, d'accord.
Il n'y a pas de privés qui investissent autant que Voilà. Donc la région est présente. À l'État. Oui. On va le faire comme s'il n'est pas là. L'État n'est pas là. Alors, c'est ce que j'allais dire. L'État n'est plus là. C'était vrai. Lorsque ça se disait, c'est que à ce moment-là, l'État assumait ses responsabilités. Absolument. La région, à partir de la fin de la mandature de Cabra et sous la mandature de Marie-Jeanne, a été amenée progressivement à s'investir dans les communes. Parce que l'État, il y a eu un désengagement de l'État. L'État s'est retiré. L'État s'est retiré. Il y avait auparavant ce qu'on appelait le FIDOM. Bon, le FIDOM était un moyen. Fonds d'investissement d'outre-mer. De compléter les investissements des différents ministères verticaux par un ministère transversal qui est le ministère de l'Outre-mer. Bien. Eh bien, le FIDOM a diminué et on a substitué au FIDOM, en nous faisant croire que c'est en plus, les fonds européens. Mais les fonds européens, ce n'est qu'à la substitution du FIDOM et des fonds de l'État français. Ce n'est pas plus. Bon. Alors, on va continuer avec notre ami Serge Letchimy. Ton ami Serge Letchimy, qui s'est entretenu avec François Hollande. Alors, on ne va pas être méchant en disant qu'au stade où François Hollande est, il va recevoir n'importe qui. On ne dira pas ça, ça serait il reste le chef de l'État. Il a aussi Victor Lurel aussi. Oui. Alors, le chef, il caresse n'importe qui. Non, pas n'importe qui. Il caresse tout le monde. Non, il faut que je respecte quand même le vient aux Antilles le 9. Et surtout qu'il fallait aborder la conférence Caraïbes-Climat, entre autre chose, qui se tiendra en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. C'est d'autant plus que la région a subi l'adversité climatique suffisamment pour qu'on puisse préparer et qu'ils participent, eux, parce qu'ils ont réellement des besoins scientifiques au gros événement parisien mondial du mois de décembre 2020. Avec un petit R, mais là, c'est la grande région Caraïbe. Absolument. Donc, nous souffrons des enjeux du climat, du changement climatique, voilà l'expression, merci. Et que donc, il y a des revendications particulières à faire valoir. Mais à l'occasion, Serge Letchimy a parlé un petit peu de ce qui le préoccupe, c'est le développement des échanges, notamment l'éducation, la formation. Il a reparlé du dispositif Erasmus, enfin, la régulation tropicale. Il semblerait qu'il ait été encouragé par le François Hollande, mais comme c'est la région qui communique. Alors bon, je fais que reprendre ce qu'elle dit en disant, bon, je le dis, mais enfin, il faut d'abord, dans les actes, montrer que ça aura de l'effet. Il a parlé de la politique des visas, pour que ça soit un peu plus dynamique. L'interconnectivité entre les îles. Et puis qu'il faudrait harmoniser le droit des affaires. C'est vrai que... Mais enfin, harmoniser le droit des affaires, pour cela, il faudrait qu'il y ait des affaires entre nous et le Caraïbes. Ceci, c'est une autre histoire, comme dirait Kipling. Certains disent que précisément que c'est un des obstacles. C'est un des obstacles. Notamment la fiscalité. Tout à fait. Non, oui, la fiscalité. Et le droit des affaires d'une façon plus générale. Enfin, messieurs, quand les hommes d'affaires veulent aboutir, ils changent de droit et puis ils font changer la fiscalité réellement. Donc s'il y avait des grands flux économiques, il y aurait eu... Non, il faut quand même rappeler les choses. Et on se berce d'illusions tout simplement parce que ça n'a pas de conséquences. C'est vrai. On ne tiendrait guère ce genre de discours généraliste, volontariste de commerce avec la Caraïbe s'il y avait vraiment du business. Et que les économies caribéennes aujourd'hui sont des économies qui souffrent énormément du ralentissement économique mondial et qu'en plus ce sont des économies qui passent progressivement sous la coupe des investisseurs blanchisseurs qui viennent du Venezuela, qui viennent de Colombie et qui viennent du bassin Caraïbe. Et ça rend les choses beaucoup plus complexes pour ces pays aujourd'hui. Difficile. Complexes dans le rapport au business. Parce que quand le rapport au business est lié essentiellement, notamment sur les grands projets, à l'aide des pays occidentaux, et pour les projets moyens et petits aux raquettes, ces pays sont totalement prisonniers. Il faut le dire. Il faut rappeler des chiffres. Le PIB de Sainte-Lucie, c'est 900 millions d'euros. 900 millions d'euros, c'est le budget, c'est inférieur au budget additionné du Conseil général, du Conseil régional. Donc la puissance économique que nous n'arrêtons pas de prêter à ces petits pays qui ont besoin de développement économique et non pas de faire du business, c'est pas vrai, c'est pas ça leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est une aide
bon, il y a des gens qui disent plan Marshall, mais une aide durable et prolongée pour les aider à repartir. Et c'est ça la problématique. Donc, quand il y a des gens ici qui veulent aller leur vendre des confitures, du rhum, même du savoir-faire, etc., non, il faut arrêter, quoi. Les mecs, ils n'ont pas les moyens d'acheter ça. Et ça, il faut le dire, il faut dire ça. Et puis ils n'ont pas la volonté aussi. Et puis, oui, et puis ils ont la volonté de créer pour approvisionner. Et puis ceux qui sont là, dans ces pays-là, ne voient pas d'un très bon œil des investisseurs martiniquais venir éventuellement leur apprendre la vie. Des investisseurs envahisseurs. Mais fort heureusement, ces voyages d'affaires, c'est surtout pour je vais me faire des amis, vous êtes prêts? C'est surtout pour dépenser le fond des comment ça s'appelle, des chambres consulaires, faire des petits voyages, et puis rigoler, et puis aller dans des hôtels qui sont très agréables, plus agréables que les nôtres pendant un certain séjour. Je pense que je pense que les gens ont compris, il faut arrêter de sortir des discours magnifiques, etc. Mais je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre. Le Premier ministre de Sainte-Lucie rencontre le président de la région et le président de la région lui dit mais bon, Kenny Anthony, qu'est-ce que je peux faire? Kenny Anthony dit écoute, je veux te donner un exemple de ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un poste de police à Pigeon Island, là, à côté, pour contrôler les gens qui volent des motos chez vous et qui rentrent. Nous n'avons pas de moyens d'être là. Et le président de la région dit mais c'est extraordinaire, c'est pas possible. Et oui, très concrètement, c'est ça. La coopération, c'est ça aussi. Et les types, ils ont besoin qu'on les aide à monter en puissance, à avoir des responsabilités, à les assumer. Et la vraie coopération, en tout cas la coopération, précède le business. Il y a des types ici qui disent mais non, on n'a pas besoin de ces messieurs, nous, quand on fait business, on est l'agent. Il faut savoir qu'il y a des secteurs où ça marche très bien, comme la santé. C'est la base. C'est la base. Il y a des gens qui se battent pour que ça se développe. Il y a des gens à la Ménard qui font des associations. Lorsque les services parisiens montrent la note des différents États de la Caraïbe, les élus ici sont d'une habileté, ils n'entendent pas. Oui, ça coûte pas cher. Quand on dit mais il faut récupérer quand même les 12 millions d'euros que doit cette Lucie en matière de santé, ils disent ah bon, non, mais les Parisiens ont beau jeu de nous montrer la facture de Sainte-Lucie, ils devraient nous montrer la facture de l'Algérie. Ouais. Ça, ils ne nous la montrent pas. Ouais. Celle du président Bouteflika qui vient de se soigner. Alors, on sait que le Premier ministre, le Premier ministre de la Dominique, vous vous souvenez, avait quasiment fait publier le reçu de son intervention chirurgicale avant même qu'elle n'arrive. Elle avait payé. Madame Charles, c'est ça? Eugenia Charles. Miss Eugenia Charles. Alors, le président de la région a rappelé ses préoccupations économiques, c'est-à-dire la transformation du modèle économique martiniquais, besoins locaux, exportation, et puis avec ça, avoir des moyens, avoir des éléments. Mais Michel et moi, nous dirons que depuis 2010, il aurait pu déjà avoir satisfait ces outils. Michel ne dit rien, c'est moi qui... il aurait pu déjà avoir les leviers. 2012, les leviers pour la 2012, les leviers pour la pluriactivité dont il parle, la mobilisation de l'épargne locale, la décentralisation de la production, la valorisation de l'identité caribéenne, etc. On aurait pu avoir commencé là, on sent qu'on est en allée électorale. La plupart de ces choses-là étaient présentes, sous une forme ou sous une autre, dans les 30 propositions de François Hollande pour la première. Oui, tout à fait. Tout à fait. Notamment l'idée de plan de développement élaboré conjointement avec chacune des régions. Oui. Alors, ça s'est transformé, en fait, si j'ai bien compris le discours de la ministre de l'Outre-mer, ça s'est transformé en pacte de responsabilité et de solidarité. En fait, c'est le CICE, crédit d'impôt, compétitivité d'emploi, qui a été appliqué et surmajoré, de quelques points pour l'outre-mer. Et puis c'est aussi également le crédit, le crédit pour la recherche qui a été surmajoré dans le cadre de ce plan-là. Tu m'as tendu la perche. En parlant de Hollande, avez-vous visionné, assisté à son show sur Canal?
Non, j'ai vu des extraits. J'ai vu des extraits, moi aussi. Ouais, j'ai vu l'ensemble, je trouve que c'est très bien débrouillé. Il n'est pas encore mort. Hein. Non, il n'est pas encore agonisant avec l'évolution des choses. Et j'ai notamment retenu, je n'ai pas tout retenu parce que c'est déjà un peu raciste, mais j'ai quand même retenu la méthode qu'il suggère pour combattre le Front National, qui est quand même un changement de braquet par rapport à ce qui se faisait jusqu'à maintenant, notamment par M. Valls. Donc il a prôné, il a fait la suggérer d'agir différemment pour faire reculer l'extrême droite. Discours et méthode, ça veut dire, d'abord il a défini avec une certaine pertinence la nature du Front National, et moi j'ai bien aimé ça. La phrase de la Commission, on l'a assez répété, que le Front National n'est pas un parti républicain, mais un parti qui est dans la République. Oui, c'est ce qui est différent. Ce qui est différent. Donc, j'ai trouvé ça très bien, et très clair. Et puis, bref, et puis pas long. Bon. Enfin, il a expliqué dans la manière de faire que dorénavant, il faut accepter tous les débats. Avec Alliot, avec Marine Le Pen, avec toutes ces ténors. Ne pas aller, en d'autres mots, arrêter la diabolisation. C'est l'expression qu'ils emploient. Et il faut démonter leur programme, notamment leur programme économique, contre l'aberration qu'il y a de vouloir sortir de l'Europe, et de vouloir sortir de l'euro, de retourner à l'aube de l'histoire de la France avec les frontières, et ne pas s'ouvrir au développement économique, et ne pas s'ouvrir à l'Europe. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, mais la question est courageuse, mais la question est de savoir comment il va coordonner ça avec Valls qui soulève des arguments éthiques, des arguments d'ordre moral, qui incite au combat avec certaines, et lui qui demande beaucoup de recul. Alors la solution, c'est de panacher les deux. Mais enfin, est-ce que dans la guerre, il y a une phalange ou un bataillon qui est gentil, qui est souple, qui fait de la dialectique, qui fait de la théorie, et puis l'autre qui sort les armes, des coups de poing. Il peut y avoir plusieurs approches. C'est la question. Vous avez compris que la langue sur laquelle je voudrais qu'on aborde, c'est ce point-là. Bon, moi, je ne partage pas sur l'opinion de François Hollande. Il te positionne surtout sur la position. Oui, moi je pense que Valls, c'est de quoi il parle. Valls, c'est un ex-immigré. Okay. Donc il sait de quoi il parle. François Hollande n'a pas vécu le racisme en France. Bon, Valls l'a vécu et il continue à le vivre puisque le père Le Pen fait référence aux origines de Valls en disant que ce type n'est français que depuis une vingtaine d'années, alors que lui, il est depuis 1000 ans. Est-ce que c'est pas... Enfin, tous les Français ne sont pas des immigrés à une génération, enfin, pas tous. 25% de la population française est immigré de deuxième ou troisième génération. Est-ce que 25... Alors, attends, ma question, je précise, tu vas continuer. Est-ce que ceux qui sont immigrés à 27% à une ou deux générations se positionnent comme Valls? L'idée, c'est pas est-ce qu'on doit faire en fonction du peuple. Vas-y. Ce sont des gouvernants. Les gouvernants ne doivent pas tenir compte de manière systématique de la population. Parce qu'il y a des choix et il y a des décisions qui dépassent largement l'entendement de la population. On ne doit pas gouverner avec les sondages. C'est clair. Oui. Mais c'est le choix stratégique qui est fait et ses conséquences. Le choix stratégique de Valls est de dire ces gens-là sont dangereux, nous devons les combattre. Okay? Leur interdire de parler, leur interdire de faire de la propagande, etc. Tous les gouvernements démocratiques qui ont permis la libre expression des mouvements racistes, xénophobes, d'extrême droite ont basculé dans l'anarchie. C'est ça l'histoire. Tandis que les mouvements, que ça soit positif ou négatif. Une parenthèse, lié à une crise, la plupart du temps une crise économique qui permettait ça. Mais on est dedans. On est dedans. Qu'est-ce que le peuple français va faire si par hasard, Marine Le Pen est au deuxième tour face à quelqu'un qu'il déteste ou qui est incapable de gouverner? Le peuple français va choisir la personne qui est incapable de gouverner. Et une personne incapable de gouverner, faible, etc., peut mener la France à une catastrophe. Donc, l'idée est la suivante. À aucun moment, nous ne devons être faibles. Ce n'est pas parce que nous sommes une démocratie que nous devons être faibles. Faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que des gens qui ont pour vocation et philosophie de nous éliminer puissent s'exprimer. Ce n'est pas possible.
C'est quelqu'un qui dit, par exemple, faisons un dialogue, mais ils veulent éliminer, et puis on va laisser les camarades parler, ils veulent éliminer dans le cadre du fonctionnement démocratique. Mais ouais. Mais la démocratie permet à chacun de s'exprimer à partir du moment, où ces personnes respectent la liberté des autres. Tout à fait d'accord. On est d'accord? Et à partir du moment où tu ne remets pas en cause les règles qui te permettent de t'exprimer. Or, le Front National, dans son discours et dans sa philosophie et dans l'application même de ses principes, remet en cause la liberté de l'autre, on est d'accord, et remet en cause les règles même de la démocratie. Donc, c'est un cancer. On ne vit pas avec un cancer. Un cancer, on peut vivre avec pendant longtemps. Oui, et puis on meurt à la fin. Oui, On meurt tous. On meurt tous. Moi, sur le plan de la fermeté à l'égard du Front National, la fermeté doit être idéologique et politique. Mais quant à interdire au Front National de parler, au contraire, moi je pense que c'est faire son jeu. Voilà. D'ailleurs, jusqu'ici, un des facteurs qui explique la montée du Front National, c'est qu'il est de se victimiser et de dire il y a nous et les autres, le système. Et les pourris. Et les pourris. Alors, moi je pense que, par contre, tu as parlé de l'histoire de la crise. Eh bien, la crise devait nous amener la véritable cause de la montée des mouvements populistes et fascistes, facho-populistes. Facho-populistes. Faut les appeler par leur nom. Eh bien, c'est souvent le fait que les classes populaires ont été déçues par le fonctionnement de ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie aujourd'hui. Monsieur Hollande devait se poser la question, pourquoi une grande partie des gens qui ont voté pour moi en 2012, soit ne votent pas, soit votent pour le Front National. Au lieu de s'entêter à mener une politique qui mène droit dans le mur. C'est ça le fond. Alors tu me fais la transition, je te remercie. L'explication qui est donnée par Hollande, c'est de dire que du succès de la... Le Front National, c'est que Mme Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. C'est ignoble. C'est ignoble. Alors, il revient sur la montée du Front National. Il parle notamment des... la phrase de son contexte. Il parle notamment des résultats dans le nord du Pas-de-Calais-Picardie. Il dit que quand Mme Le Pen parle, comme un tract du Parti communiste des années 70, en pensant qu'on peut fermer les frontières, qu'on peut nationaliser les industries, qu'on peut sortir un certain nombre de capitaux de notre pays sans qu'il y ait de risque, et que ça se pratique tous les jours, ça parle dans cette région-là, parce que ça a été encore aujourd'hui une région influencée par le Parti communiste. Bon, alors, écoute, je vais quand même répondre en 2 points très brefs. Bon, il ajoute que le Parti communiste, que le Front National se calque régulièrement sur le Parti communiste de l'époque. Bon, alors, le Parti communiste de l'époque... Le Parti communiste de l'époque. Le Parti communiste n'a jamais été contre la construction européenne. Le Parti communiste, jusqu'à présent, est contre le type de construction européenne qui est menée. Mais l'idée que les peuples européens... Non, mais le type de construction que vous voulez est tellement loin de celui qui s'est fait actuellement. Et ce type de construction, il a conduit à l'échec. Tout à fait d'accord. Bon, deuxièmement, dans les régions en question, ce n'était pas seulement des électeurs communistes. Dans le Nord particulièrement, la Picardie, je ne me rappelle pas de la géographie électorale, c'était des socialistes et des communistes. C'est-à-dire qu'il y avait la classe ouvrière votait à gauche, socialiste, communiste. La question qui devait se poser, pourquoi les électeurs socialistes et communistes... Est-ce qu'on peut faire un petit retour sur le passé? Est-ce que oui ou non, Georges Marchais tenait des discours où il liait le chômage à l'immigration? Non. Faux. Bon. Ça c'est une calomnie. Est-ce que Robert Hue, maire de Montigny, avait désigné à la Védique populaire une famille de Marocains avec une très bonne intention c'est un fait ponctuel. Mais enfin, pour revenir à la politique du Parti communiste, concernant ce que dénonçait le Parti communiste à l'époque, c'est d'ailleurs ce que dénonce Valls maintenant, c'est le fait que par les politiques de la ville, on ghettoisait les communes de
ceinture rouge. La ceinture rouge. Oui, c'est ça qu'il voulait. Mais est-ce qu'il n'avait pas. Bon, c'était pas l'immigration qui était la ghettoisation. Mais non, c'est trafiquant, c'est ça que ça provoque la ghettoisation. C'est pas pareil. Cela fait que concentrer sur des communes à faibles ressources, la charge. C'est M. Paté-Mêlé de leur argumentaire. Bon, non. Attends, ok, Eddie. Non, pour revenir à ça, bon. C'est de la sémantique, c'est du marketing de l'émission. Il veut lancer une formule et il sait que la formule va blesser, et etc. Mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. François Hollande considère que le Parti communiste n'existe plus, n'a pas droit à la parole et que de toute façon c'est fini. Ok, il se trompe. Peut-être que ça ne va plus s'appeler Parti communiste, mais ce qui est clair, c'est que ça ne va pas s'appeler Parti socialiste. Ok ? Le Parti socialiste va devenir le Parti social-démocrate, et à gauche du Parti socialiste français actuel, on verra émerger une force. Tu parles des frondeurs. Non, pas des frondeurs. Je parle pas des frondeurs, je parle de la gauche. Tu parles du mouvement de gauche. Non, enfin, ce qui est aujourd'hui... Le front de gauche. Voilà, un embryon. Mais ça va se structurer, etc. Tout simplement parce que la nature est hors du vide. Par contre, là où il a raison, c'est que le populisme, quel que soit le parti qui l'utilise, et le parti qui l'utilise le plus, là, en dehors du Front National, c'est l'UMP aujourd'hui. Quand vous écoutez Sarkozy, on est en plein dans ça. Le populisme se retourne systématiquement contre le parti qui l'utilise. Et lui, il a raison de dire aux socialistes que ça, c'est à vocation interne. Il dit, les mecs, surtout, n'allez pas dans la caricature populiste, ne jouez pas sur ce truc-là, parce que de toute façon, à terme, ça se retourne contre vous. Tout simplement, pourquoi ? Il faut aller à l'essence de ce qu'est la France. La France, c'est un pays bourgeois. La France n'aime pas les trucs brutaux. C'est des gens... Quand vous regardez un Américain, la caricature de l'Américain, c'est le type qui va vite, qui dépense de l'argent, qui n'a pas payé au paradis de l'argent. Le Français, c'est le type qui est cool, quoi. Il a une conscience de classe de bourgeois. Il est cool. Mais qui n'est pas bourgeois. Non, parce que je vois les mecs avec leur béret, puis leur camembert. Je suis d'accord avec moi. Mais c'est des gagnants bourgeois. C'est quand même des gens qui ne sont pas négués. Et le beau rouge. La conscience de classe de bourgeois. Voilà. La paix, le confort. Le concept marxisme. La paix, le confort. Et pourquoi les Français ont du mal à accepter ce qui est en train de se passer ? François Hollande leur dit, nous sommes un pays qui doit jouer un rôle majeur dans la mondialisation et dans les risques de la mondialisation. Le Français va dire à François Hollande, frère, nous parlez ça. On ne veut pas que tu interviennes en Afrique, c'est fini. On ne veut pas que tu interviennes en Libye. On ne veut pas que tu interviennes en Syrie, parce que nous, on veut aller à l'église sans attentat. On veut pouvoir marcher dans nos rues et manger notre pain. Donc, la prochaine étape de la politique française, c'est recentrage, isolationnisme. Et c'est ça c'est ça que cherche le Front National. Le Front National. Mais c'est ça, Macado. Oui, c'est ça. Je veux revenir justement, puisqu'on était sur le Front National, au fait que le Front National, lui, a engagé sa dédiabolisation. Bon. Et on s'aperçoit que plus on victimise le Front National, plus il avance. Or, la démocratie, je le rappelle à nouveau, est le pire de tous les systèmes à l'exclusion de tous les autres, comme disait Winston Churchill. La démocratie a ceci de faible, c'est qu'elle permet justement l'émergence et l'expression de ses ennemis. Voilà. Qui sont là pour la critiquer et la détruire, la démocratie. C'est ce qui fait sa qualité principale. Ça fait sa qualité, mais en même temps sa faiblesse. Donc il faut trouver les arguments et le terrain, surtout le terrain sur lequel attaquer ses ennemis. Nous revenons sur la politique de Hollande. Voilà. Et à mon avis, le débat au sein du PS, c'est celui-ci. Final. There is nothing else. Il n'y a pas d'autre choix. Autrement dit, M. Hollande veut persuader le Parti socialiste et toute la gauche qu'il n'y a pas d'autre choix à faire que la loi Macron, c'est-à-dire le social-libéralisme. Or, précisément, le débat est à l'intérieur du PS, il est dans toute la gauche, c'est que de plus en plus, et pas seulement en France, en Europe, il y a une autre gauche qui pense qu'il est possible de faire autre chose. Ok. Monsieur, je voudrais qu'on parle du plan de lutte contre le racisme. Comme vous le savez, le nombre d'actes racistes contre les musulmans et les juifs
Les deux ne cessent d'augmenter. On va voir ça de près. C'est dans ce contexte assez tendu, que le Premier ministre a présenté un plan de lutte. Un plan à 100 millions d'euros, vous n'avez rien dit de tout ça, avec plusieurs volets. Un volet juridique. Il faut attendre pour voir ce qu'il y mettra, parce qu'il y avait quand même déjà des dispositifs. Un arsenal. Il y avait un arsenal. Bon, mais peut-être trop sophistiqué, notamment pour la diffamation, l'injure raciste. Il faisait appel à la loi de 1881, maintenant il va directement pénal. Il y aura moins l'équilibre que veut le législateur entre le diffamé et le diffamé et le diffamant. Pédagogique et numérique. Le numérique, c'est-à-dire l'Internet et tout ça. On ne va pas rentrer là-dedans. Bon. François Hollande, qui a fait de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause nationale, va maintenant mettre en application, par l'intermédiaire de son Premier ministre, l'un de ses axes de campagne. Il avait annoncé un renforcement de l'arsenal répressif contre tout propos de haine raciste et numérique. Alors ça tire un petit peu pour le numérique, parce qu'on va leur donner des charges et des obligations de surveillance, de gardien de l'expression. Mais enfin, il y a cette explosion des actes racistes, surtout depuis l'attentat. Par exemple, on y vient, c'est cet aspect qui m'a interpellé. Le nombre d'actes anti-musulmans a été multiplié par 6 par rapport à la même période de l'an dernier. Il dit qu'il disait, mettez ça à Jol, finalement les faits te donnent raison. Pour les actes d'ordre racial. Jamais depuis la mise en place en 2011 de l'Observatoire national contre l'islamophobie, les actes musulmans non connus. Anti-musulmans, non connus, une telle implosion par des actions, menaces sur les réseaux sociaux, explique dans un communiqué le président de cette instance. Les Juifs ne sont pas épargnés non plus, parce qu'on parle des Juifs. En 2014, le nombre d'attentats sur le territoire français, d'actes racistes, pas d'attentats, d'actes, a doublé. Il est de 851 contre 423 en 2013. Cela représente une augmentation, vous l'avez vu, de 101%. 51% des actes racistes commis en France en 2014 sont dirigés contre les Juifs. Combien tu dis ? 51%. Alors qu'ils sont moins de 1% de la population. Et ils sont cibles de la moitié des actes racistes commis en France. C'est un fait. Les chiffres en France sont très intéressants. Autrement dit, ils capitalisent 51% des actes et ils laissent 51% des autres pour les Arabes, pour les Africains, pour les Noirs et tout. C'est un petit peu... On peut comprendre un petit peu qu'ils soient assez radicaux et puis qu'ils passent, pour beaucoup d'entre eux, au retour vers Israël, au départ vers Israël. Ce qui veut dire, comme nous l'avons déjà nous-mêmes répété ici, que la France a du mal à assumer sa multiculturalité, son multiculturalisme. C'est dans leur ADN. C'est simplement là, et le choix de Valls, il y a une vraie différence entre Valls et Hollande. Il y a une vraie différence. Opposé. C'est pour ça que ma question est de savoir comment ces deux postures, ces deux positionnements vont se conjuguer. Mais le choix n'est pas encore fait. Michel a raison. Chez les socialistes, le choix n'est pas fait. La majorité des militants socialistes pensent qu'il faut rester à gauche. Valls dit qu'il faut aller vers le centre, enfin vers le libéralisme. Mais il y a plus grave que ça. Ce sont des choix qui peuvent pas être des choix partisans, puisque là, vous avez vu, ce sont des confessions qui sont attaquées, ce sont des races qui sont attaquées, ou des ethnies, comme on veut. Donc ça dépasse les partis. Il n'y a pas 36 solutions. Tous les pays où, quand tu insultes un individu en faisant référence à sa race et tu vas en tôle, il y a de moins en moins d'actes racistes. Mais oui, tu dis à un type sale nègre dans la rue, tu passes 6 mois en tôle, tu auras du mal à le refaire. Répète ça encore. Tu traites un type de sale nègre dans la rue et tu vas 6 mois en tôle, tu finis par comprendre qu'il faut arrêter de faire ça. C'est sur ces propos très affables, très gentils, très sympas de l'image que je vous quitte et vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.